Bonjour, aujourd'hui on va rencontrer un nouvel ami ostéopathe et dans la capsule ostéopathiquement vôtre, aujourd'hui nous sommes dans la capsule 0-6 mois et le titre de la capsule c'est comment aborder l'enfant dans son bureau et c'est Julie Robinson qui va nous partager son expérience pédiatrique. Donc bienvenue Julie, je vais te laisser te Bonjour. présenter à nos amis, donc je te laisse parler. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. J'ai fait un premier Zoom avec un groupe cette semaine. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Je veux d'abord remercier Caroline pour cette très belle initiative. Je sais que Caroline y met beaucoup de temps, d'énergie, puis c'est très apprécié dans ces moments de confinement de pouvoir se retrouver. Donc, mon nom, c'est Pascal Julie Robinson, mais j'utilise plutôt Julie. Donc, vous pouvez m'appeler Julie, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis ostéopathe. J'ai été formée au Collège d'études ostéopathiques de Montréal. Donc, j'ai terminé mes études en 2004 suite à la présentation de mon mémoire en pédiatrie. Pour aller rapidement, donc notre mémoire portait sur le développement moteur où on utilisait un outil d'évaluation, donc l'évaluation Amiel-Tisson. Donc peut-être je pourrais vous parler dans un avenir rapproché. Donc on évaluait les nouveaux-nés en bonne santé, on faisait 3 interventions d'ostéopathie, on les réévaluait après. Donc, c'est ce projet de mémoire-là qui m'a amené à travailler beaucoup plus avec la clientèle pédiatrique et à enseigner en pédiatrie. Donc, j'enseigne au CEO de Montréal depuis 2006 auprès de Denise Dufresne. Donc, j'ai commencé par être son assistante. Éventuellement, j'ai pris un petit peu plus la relève. Et cette année, avec la retraite de Mme Denise Dufresne, Caroline et moi, on a pris la relève du cours de pédiatrie à Montréal. J'enseigne aussi beaucoup au DOK, donc au Dutch Osteopathy College en Allemagne. J'enseigne à Berlin, en Pologne, puis à Bordeaux. Donc, beaucoup en formation postgraduée, mais toujours en pédiatrie. Donc, le but aujourd'hui, c'est de partager une passion que j'ai. Donc, moi, je travaille maintenant uniquement avec la clientèle pédiatrique, donc de tout âge, là, les nouveaux-nés, les 6-9 mois, les enfants de 2-3 ans, préscolaire aussi. J'ai beaucoup de joueurs de hockey dans ma clientèle parce que mon garçon joue au hockey. Donc, c'est vraiment une passion. Puis l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller partager des petits outils en clinique, très, très simples, que autant l'ostéopathe débutant va pouvoir utiliser que l'ostéopathe expérimenté. Puis c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir enseigner aux parents aussi par la suite. Je finis la présentation en disant que je suis une maman de 2 grands ados, 16 ans, ma fille de 16 ans, mon garçon de 14 ans. Puis ben, je suis contente de partager avec vous aujourd'hui. Merci Julie. Donc on va passer à la première question. Quand tu es dans ton bureau avec tes patients, c'est quel genre de livre que tu réfères pour aider les parents dans leur rôle de parents? Donc, je vous dirais qu'il y a 2 volets. Il y a des petits livres que je vais vous parler aujourd'hui qui s'adressent plus à vous, ostéopathes, qui pour les parents qui sont vraiment passionnés du développement de leur enfant, c'est des livres qui peuvent aller se procurer. Puis il y a vraiment un livre que je réfère beaucoup, là, en fait 2 livres que je réfère beaucoup, beaucoup pour les parents. Donc, un premier petit livre dont je voudrais vous parler, pour introduire aussi Denise Dufresne. Denise Dufresne qui a monté le cours en pédiatrie à Montréal il y a 30 ans, qui enseigne depuis 30 ans, qui a pris sa retraite cette année, mais qui continue à être très active au niveau de la formation postgraduée dans différents pays. Donc, elle revient de la Russie d'ailleurs. Denise, c'est une grande amie à moi. Ça a été évidemment mon mentor durant toutes ces années. C'est elle qui nous a enseigné à Montréal. Et elle a un beau petit livre. Donc, je vous présente ici à l'image. Donc, Nos enfants, notre richesse. Donc, un petit livre, je vous dirais, poche, qui se lit très, très bien. Donc, c'est vraiment le travail de Denise. Donc, des techniques spécifiques à elle qu'elle a développées au fil des années. Donc, ça peut être un beau petit outil pour vous, ostéopathe. Un autre livre que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, donc le livre Regarde-moi, qui a été écrit par Maria Denotaris, physiothérapeute à Sainte-Justine, ainsi que son équipe. Maria Denotaris donnait le cours de développement moteur au début au Collège d'études ostéopathiques de Montréal. C'est aux éditions du CHU Sainte-Justine. Et un livre qui est très, très, très imagé, donc beaucoup, beaucoup de belles photos, peu de texte, je vous dirais beaucoup d'images. Donc, pour les parents, ça peut être intéressant aussi. Donc, je vous dirais
pour vous, ostéopathes, mais également pour les parents. Et la position du petit Bouddha, dont je vais vous parler dans quelques instants, on la retrouve dans ce livre comme référence. Un livre que moi, je recommande beaucoup aux parents, le livre de Michel Forestier, De la naissance au premier pas. Donc ça, c'est vraiment un livre que j'ai découvert il y a peut-être 2 ou 3 ans, que j'adore. Donc, c'est un livre où on voit les étapes du développement moteur chez le tout-petit. Et il y a vraiment des conseils de comment bien stimuler, quels exercices, quel positionnement éviter. Très, très imagé, très simple. Donc, un livre qui a été conçu pour les parents, mais qui est très utile aussi pour nous, thérapeutes. Dans des livres plus spécifiques, pour ceux qui sont passionnés de pédiatrie, il y a la Bible du développement moteur, donc Motor Skills Acquisition in the First Year de Lois Bly, qui est vraiment moi je dis toujours, c'est la Bible du développement moteur, où là on a vraiment le développement de l'enfant très, très, très complet, en détail, avec beaucoup, beaucoup de précision. Donc, peut-être plus un livre pour les professionnels, mais évidemment, si vous voulez approfondir vos connaissances au niveau du développement moteur, c'est un livre que je vous recommande. Un outil qui a été créé, peut-être un petit peu plus difficile à trouver en ce moment, mais c'est pas impossible, c'est un très, très beau vidéo qui a été réalisé par une équipe de l'Institut de réadaptation de déficience physique du Québec. C'est Martine Deblois, physiothérapeute, et Christiane Junot. Donc, c'est l'aventure en mouvement. C'est un DVD. Là, c'est le guide qui va avec le DVD, là, qui nous permet de suivre le DVD, donc un livre par tranche, par position. Donc, on va voir le petit bébé naissant sur le ventre, sur le dos. On va le voir à différentes étapes de son développement, 1 mois, 2 mois, etc. Donc, je dirais que pour quelqu'un qui veut approfondir le développement moteur, mais qui est beaucoup plus visuel, qui a besoin d'images, qui a besoin d'être nourri, donc au niveau auditif et visuel, c'est un excellent outil. Moi, je le présente toujours dans mes formations au niveau du développement moteur aux étudiants, quelques capsules et très, très bien fait de toute beauté. Donc, c'est un DVD que vous pouvez acheter. Pour ceux qui sont à Montréal, le DVD est disponible à la librairie du Collège d'études ostéopathiques, en temps normal quand c'est ouvert, pas en ce moment, mais il est encore disponible en ligne, donc un bel outil. Puis, un dernier petit livre sur le développement, donc l'enfance en mouvement, qui est un petit résumé du développement moteur qui peut être intéressant parce que ça se fait par positionnement. Donc, par exemple, on va aller dans la position assis et là, on a différentes tranches d'âge. Donc, 9 mois, 10 mois. Donc, c'est très, très résumé. Une petite photo, un texte. Donc, ça peut être un bel aide-mémoire. Parfois, comme thérapeute, comme ostéopathe, on n'est peut-être pas nécessairement tous des spécialistes du développement moteur. On reçoit un enfant dans notre clientèle, puis on se dit, bon, à quelle étape il devrait être rendu? Donc, c'est le genre de petit guide qui peut vous dire, bien, il a 6 mois. En position assise, normalement, il devrait à peu près se situer dans telles acquisitions motrices. Donc, ça peut, comme thérapeute, des fois, nous donner une meilleure idée du développement de l'enfant de façon simple et concise. Je pourrais vous faire parvenir la liste complète sous forme de bibliographie, de la bibliographie qu'on utilise dans les cours d'ostéopathie de base à Montréal. Donc, vous allez voir, il y a plein d'autres livres qui sont cités, dont ceux-ci. Donc, je pourrais les faire parvenir à Caroline qui pourra les mettre en lien si ça peut vous être utile d'avoir des références. Je te laisse la parole, Caroline. J'ai plus de son, moi, Caroline. Je n'avais pas réactivé mon son. Voilà, je suis monotech, moi. Donc, je vais répéter. Donc, oui, effectivement, la bibliographie va être mise en lien avec la capsule, ne vous inquiétez pas, on fera suivre le document. Donc, on va passer à la deuxième question. Quelle est l'importance du contact avec l'enfant? Je prends quand même mes petites notes. Donc, quand j'enseigne, je trouve toujours très important de débuter avec cette introduction au niveau du contact avec l'enfant. Denise Dufresne, qui nous a formés à Montréal, insistait beaucoup, beaucoup sur le contact avec l'enfant et sur la communication. Donc, comme professionnel de la santé, comme parent, comme intervenant,
Évidemment qu'on a, même si on apprend les plus belles techniques ostéopathiques, évidemment que si on n'a pas un lien avec l'enfant, si on n'arrive pas à avoir un contact avec l'enfant, ça va être difficile d'aller travailler auprès de lui. Donc, peu importe qu'on enseigne un exercice, une technique d'ostéopathie, un positionnement, évidemment que c'est important d'aller travailler, d'établir un contact avec l'enfant. Donc, souvent, avec peut-être, bon, vous, étudiants, débutants, c'est un sujet sur lequel on insiste beaucoup. Et par la suite, quand on établit un contact avec l'enfant, bien là, c'est le temps de développer notre expertise en tant qu'ostéopathe en pédiatrie, mais tout part du contact avec l'enfant. Donc, une des premières choses qui est importante si on veut travailler avec les tout-petits, quel que soit le domaine, mais ça s'applique beaucoup à l'ostéopathie, donc c'est de demander la permission avant de prendre contact. Peu importe l'âge de l'enfant, que ce soit un nouveau-né de quelques jours, un petit enfant de 6 mois, un enfant de 2 ans, 3 ans, c'est toujours important de demander la permission. Il faut toujours se rappeler que notre client, c'est le bébé, c'est le jeune enfant. Oui, c'est son parent qui a choisi de l'amener en ostéopathie, mais il faut quand même avoir son consentement. Donc, moi, je demande toujours, avant de prendre l'enfant, avant de le toucher, est-ce que je peux toucher ta tête? Est-ce que je peux toucher ton bassin? Donc, je pose vraiment la question verbalement, à voix haute, devant le parent. Évidemment que c'est une question de respect par rapport aux parents, par rapport à l'enfant, mais vous allez voir que ça fait toute une différence dans notre approche. Des fois, on se dit, bien, le petit bébé de 10 jours ne comprendra pas nécessairement ce que je lui dis. Bien, je vous dirais que au contraire, le petit bébé va comprendre notre intention, l'intention derrière le mot. Donc, de lui demander la permission, c'est très important. Est-ce que je peux toucher ta tête? Est-ce que je peux toucher tes épaules? Est-ce que je peux toucher ton bassin? C'est pas rare qu'on a un petit hochement de tête. Si c'est un enfant plus vieux, il va peut-être nous répondre verbalement, par un oui, par un non. Donc, super important de demander la permission. Se mettre à son niveau. Donc, très important, quand on enseigne, quand on fait des journées cliniques en pédiatrie, souvent, on est plus nombreux. Parfois, dans votre bureau, bon, il y a papa, maman, bébé, des fois, il y a un accompagnateur, il y a vous comme ostéopathe. Donc, ça fait beaucoup d'adultes qui sont grands, qui sont imposants. C'est impressionnant pour les enfants. Donc, on va toujours se placer à son niveau. Donc, moi, quand le parent arrive dans mon bureau, je vais faire l'anamnèse avec le parent, je vais poser des questions et par la suite, je vais vraiment m'abaisser au niveau de l'enfant pour que mes yeux arrivent au niveau de ses yeux et là, on demande la permission avant de prendre contact. Donc, vous allez voir que ça fait toute une différence. C'est beaucoup plus sécurisant pour l'enfant que d'être au-dessus de lui. Donc, un petit enfant de 2-3 ans qui entre dans votre bureau, placez-vous en position accroupie, placez-vous au sol. Donc, plutôt que de le regarder de haut, où ça peut être intimidant. Et des fois, c'est ça qui fait la différence entre un début de consultation qui est réussi ou un début de consultation qui commence avec des pleurs ou un refus de participer. Donc, on se place à son niveau visuellement. On se place aussi à son niveau dans ce qu'il vit. Donc, ce n'est pas juste au niveau physique, mais c'est au niveau émotionnel aussi. Est-ce que cet enfant-là a été hospitalisé et est peut-être craintif de venir dans votre bureau? Est-ce qu'il a peur d'aller chez le dentiste? Puis là, il pense que l'ostéopathe ressemble au dentiste. Est-ce qu'il y a peut-être eu une intervention médicale qui lui a créé de la douleur? Donc, c'est important de se mettre à son niveau et c'est à nous de nous adapter à la situation que vit l'enfant. Évidemment, on va lui parler de façon claire et respectueuse. Hein, c'est pas parce que c'est des tout-petits qu'on va utiliser un discours infantilisant. Donc, on veut avoir un discours qui est clair, on veut expliquer clairement. Évidemment qu'on va choisir nos mots, mais l'enfant à qui on parle respectueusement, c'est un client à part entière, c'est un être humain à part entière. Donc, c'est important de lui parler avec respect et en utilisant les bons termes. Et vous allez être surpris de voir à quel point les tout-petits comprennent ce qu'on leur explique. Comme je le disais tantôt, ils comprennent beaucoup l'énergie du mot, l'intention derrière le mot. On va se placer devant lui pour être dans son champ visuel. Donc, moi, j'aime beaucoup débuter mon intervention avec le parent en faisant le questionnaire médical avec le parent, mais que l'enfant soit en position pour être capable de me regarder.
Donc, l'enfant va commencer par m'observer et voir que ben, je discute avec papa ou maman et qu'il peut être en sécurité en ma présence parce qu'il y a une autorisation du parent. Durant la consultation aussi, on essaie d'avoir le contact visuel avec l'enfant. On va éviter de le coucher sur le dos, sur la table, on en reparlera tantôt, mais d'avoir un bon contact visuel avec l'enfant. Pour certains, sont trop craintifs. Parfois, on va se placer dos à l'enfant. On va travailler, par exemple, son bassin, on va travailler sa colonne vertébrale. Puis, peut-être que le meilleur pour lui, c'est d'avoir un contact avec son parent. Donc, il y a toutes sortes de situations. Donc, on essaie d'avoir le contact visuel le plus souvent possible. Et quand ça ne s'applique pas, on peut se placer dos à l'enfant et qu'il ait contact visuel avec son parent selon la situation. On va lui expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, souvent, quand je vais aller travailler, par exemple, au niveau du dos, donc, je vais expliquer à l'enfant, oui, en ce moment, je suis en train de travailler dans le haut de ton dos. Peut-être que ça va t'achaler un petit peu. Peut-être que c'est inconfortable, mais tu vas voir, ça va faire beaucoup de bien. Ça va relâcher. Tu vas te sentir bien après. Donc, on lui explique ce qu'on fait. La petite astuce ici, c'est que pendant qu'on l'explique au petit bébé, bien, le parent comprend aussi ce qu'on fait. Donc, moi, au lieu d'expliquer aux parents et de perdre le contact avec le tout petit, si par exemple, je travaille le bassin, je dis, bien là, je suis en train de travailler ton bassin. On va ramener du mouvement dans ton bassin. On va améliorer la posture de ton bassin. Donc, on l'explique à l'enfant, on l'explique au bébé. Il va en comprendre une certaine partie et par le fait même, le parent va comprendre. Donc, on garde le contact avec notre client qui est le bébé, tout en rassurant le patient, le parent, je veux dire. Et vous allez voir que quand on explique à l'enfant, même quand c'est un petit bébé, quand on lui dit « Oui, en ce moment, je suis en train de travailler au niveau de ton abdomen, peut-être que tu sens des choses qui se passent. C'est normal, ça va relâcher, ça va t'aider, tu vas te sentir bien. » Dans notre langage, on essaie toujours d'utiliser le positif aussi. Vous savez peut-être que les enfants ne comprennent pas ou ont de la difficulté à comprendre la négation. Donc, quand on dit à un enfant « ça fait pas mal, ça fait pas mal, ça fait pas mal », donc souvent, l'enfant va entendre le mot « mal », va entendre le mot « ou non, ça fera pas mal, il n'y aura pas de douleur ». Donc, le « ne pas », c'est difficile à comprendre pour les enfants. Donc, lui, ce qu'il va entendre, c'est « mal », il va entendre « douleur ». Donc, à ce moment-là, il peut interpréter comme étant un geste qui peut être douloureux. On a toujours l'exemple très précis de quand on dit à un enfant « ne cours pas, ne cours pas, ne cours pas », lui, il entend « cours, cours, cours ». Donc, on est mieux de lui dire « marche » ou « marche lentement ». Donc, c'est plus facile à comprendre. Donc, dans nos consultations, on évite d'utiliser le mot « douleur », d'utiliser tous les termes qui peuvent être plus négatifs. On peut lui dire, par exemple, « oui, en ce moment, peut-être que tu ressens un inconfort, mais ça va faire du bien, ça va relâcher, tu vas te sentir mieux par la suite. » Évidemment, il faut être conséquent avec ce qu'on fait. Tu sais, si on pense que notre palpation peut être inconfortable, on s'ajuste, mais de l'expliquer, ça fait une grosse différence. On va lui demander des consignes claires. Souvent, avec les tout-petits, si on lui demande, bon, est-ce que tu veux enlever, retirer ton chandail? Là, je vais dire, retirer ton pull pour les gens d'Europe qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu veux retirer ton pull? Est-ce que tu veux retirer tes chaussettes? Est-ce que tu voudrais te coucher sur la table? C'est difficile pour l'enfant de faire face à toutes ces questions-là. Donc, souvent, un ou deux choix. Donc, est-ce que tu voudrais être assis sur la table ou couché sur la table? Est-ce que tu préfères garder ton pantalon? Est-ce que ça va si je touche ton dos? Donc, des consignes précises, on guide l'enfant tout en le respectant. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les petits bébés complètement à nu sur la table. Oui, évidemment, comme ostéopathe, ça facilite notre palpation. On peut toucher à la peau, on peut sentir la chaleur, on peut voir la coloration. Par contre, ça peut rendre un enfant mal à l'aise. Donc, je vous dirais que ce n'est pas un prérequis absolu. Peut-être que le petit bébé a besoin de plus de chaleur. Donc, peut-être que pour la première intervention, on peut garder ses vêtements et dévêtir partiellement une partie qu'on aurait besoin d'aller vérifier, qu'on aurait besoin d'aller toucher. Un enfant un petit peu plus vieux, 2-3 ans, souvent peut être intimidé si on lui retire ses vêtements. Donc, c'est à nous adapter encore une fois. On peut tout à fait faire un skin drag, par exemple, aller évaluer la colonne vertébrale en soulevant le chandail, en allant placer la main en dessous. Donc, c'est à nous à s'adapter. On va respecter nos limites, évidemment. Donc, c'est important de respecter les limites de l'enfant
Donc, par rapport au positionnement, par rapport justement le fait de retirer ou non les vêtements, par rapport à sa position de confort sur la table, respecter ses limites dans une optique de temps de traitement. Parfois, nous, comme thérapeutes, on se dit, bien là, moi, j'aimerais ça aller dégager le bassin, j'aimerais ça aller dégager la colonne vertébrale, j'aimerais ça aller terminer par la sphère crânienne. Peut-être que c'est trop pour l'enfant. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il a besoin d'une pause, peut-être qu'il a besoin de boire. Donc, on respecte les limites de l'enfant. Évidemment, il faut respecter les limites du parent. Il y a certains parents qui sont parfois nerveux de venir consulter en ostéopathie. Donc, peut-être que ces parents-là, on va prendre plus le temps de leur expliquer ce qu'on fait avant la consultation. On va peut-être intervenir moins directement sur l'enfant cette fois-là, mais on va travailler au niveau de rassurer le parent, de répondre à ses questions. Et vous savez que des fois, juste d'avoir une discussion avec le parent, de montrer quelques conseils, bien, ça peut être déjà très efficace et on poursuit à la prochaine visite. Il faut respecter nos limites en tant que thérapeute. Vous allez voir que dans votre pratique, il y en a qui sont à l'aise avec les tout petits bébés, les bébés naissants. Il y en a qui aiment mieux les enfants un petit peu plus vieux. Il y en a qui aiment mieux travailler avec la clientèle adulte. Donc, il faut se respecter comme thérapeute. Il y en a qui vont être moins sensibles aux pleurs du bébé. Il y en a qui me disent « Non, moi, quand un bébé pleure, j'en perds tous mes moyens. » Donc, c'est important de se respecter comme thérapeute. Est-ce qu'on peut être excellent dans tout? C'est ce qu'on aimerait. Mais j'ose croire que c'est peut-être pas possible en tout temps. Donc, il y en a qui vont choisir d'être excellents dans tout et qui vont être capables de voir toutes les clientèles. Il y en a d'autres qui, peut-être que, bon, comme moi, vont se dire, bien, je vais peut-être me spécialiser un petit peu plus pour être bonne dans un domaine. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de voir le reste de la clientèle, mais il faut respecter nos limites. Si vous n'êtes pas à l'aise de voir un petit bébé naissant en consultation, peut-être que vous pouvez le référer à un collègue, vous familiariser avec un enfant un petit peu plus vieux et éventuellement y revenir. Donc, est-ce qu'on a besoin de travailler avec toutes les clientèles dès nos premières années d'études de travail comme ostéopathe? Non. Puis il y a d'autres ostéopathes qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience et qui, eux, ont choisi de travailler avec une clientèle adulte, par exemple, parce que ça leur convenait plus. Donc, c'est important de respecter nos limites, justement, par rapport à cette clientèle-là, par rapport au fait qu'il y a peut-être des pleurs, des inconforts, par rapport au niveau émotif qui se dégage d'une consultation en pédiatrie, par rapport à l'enfant, aux parents, à toute cette dynamique-là. Respecter nos limites aussi en tant que thérapeute au niveau palpatoire, au niveau d'adapter nos techniques. Tu sais, l'univers de la pédiatrie, c'est tout un univers. De travailler dans le mouvement, c'est pas nécessairement toujours facile. Donc, respectez vos limites et vous allez progresser beaucoup plus vite dans ce temps-là. Laissez l'enfant se placer selon son confort. Donc, pour avoir un bon contact avec l'enfant, c'est important aussi. Vous allez voir qu'il y a certains parents qui vont être portés à dire à l'enfant « Non, reste immobile, ne bouge pas. On aimerait que l'enfant soit couché sur la table, tout à fait calme, sans aucun mouvement. » C'est plus difficile. Je vous dirais, avec les années, moi, ce que j'ai développé, c'est beaucoup d'utiliser les mouvements de l'enfant à mon profit. Donc, quand l'enfant s'installe sur la table de consultation, je regarde sa posture, comment il se place. C'est quoi sa position de confort? Comment il bouge? Et ça, c'est des informations qui vont être souvent très, très, très importantes. Donc, peut-être qu'il se place dans une drôle de position parce qu'il est en train de nous montrer un patron lésionnel. Peut-être qu'il y a un inconfort s'il se place complètement loin. Les enfants qui bougent beaucoup pendant la consultation vont nous apporter une tonne d'informations. Donc, comment ils bougent? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce qu'ils bougent de façon symétrique? Donc, je vous dirais que plutôt que de vouloir un enfant immobile en traitement, utilisez le mouvement à bon escient. Adapter les positions de traitement. Donc, le travail de l'ostéopathe en pédiatrie, c'est beaucoup un travail d'adaptation. Autant comme étudiant en ostéopathie, on apprend beaucoup, beaucoup de techniques ostéopathiques qui s'appliquent tout à fait aux nouveau-nés, aux nourrissons, aux jeunes enfants. Et souvent, il s'agit de les adapter. Peut-être que cette technique que vous utilisez souvent avec l'adulte, que vous faites en position couchée sur le dos, peut-être que vous pouvez tout à fait la modifier pour la faire en position assise. Peut-être que l'enfant va la faire coucher sur le ventre. Peut-être que vous allez le travailler dans les bras du parent. Peut-être que vous allez travailler l'enfant pendant que maman lui donne le sein. Donc, c'est toujours un travail d'adaptation et il faut voir, il faut être inventif finalement, il faut utiliser notre imagination pour dire, bien, oui, dans les fiches techniques, ou moi, quand j'ai appris cette technique-là, je l'ai appris d'une façon. Maintenant,
c'est à moi de la modifier. Comme on le ferait pour une femme enceinte, comme on le ferait pour une personne âgée, comme on le ferait pour une personne qui a des difficultés respiratoires, par exemple, qui ne peut pas se coucher sur le dos. Donc, beaucoup l'adaptation dans vos positions de traitement. Et évidemment, l'adaptation des techniques qu'on connaît pour qu'elles soient indiquées pour les tout-petits. Comme je le disais tantôt, réaliser le traitement durant l'allaitement. Donc, c'est intéressant de réaliser notre consultation pendant que maman allaite. Souvent, je vais aller travailler la région cervicale, la sphère crânienne quand maman allaite. En premier lieu, ça me donne une idée de la position de maman. Est-ce que maman se place adéquatement? Est-ce que bébé est placé adéquatement au sein? Et ça me donne une idée de comment il prend le sein, comment la tétée se passe. Il y a eu une autre capsule, bon, avec les deux Carolines sur l'allaitement. Donc, je vais laisser les gens spécialisés là, vous en parler plus longuement. Mais déjà, de voir comment se passe l'allaitement, ça peut nous donner beaucoup d'informations. Aussi, pour l'enfant, bien, c'est rassurant d'être allaité. S'il est fatigué, il va peut-être s'endormir au sein. Et donc, ça nous permet de faire une intervention tout en confort et avec un enfant qui est confortable et rassuré. On peut utiliser des jouets, on peut utiliser de la musique au besoin. Moi, il y a certains petits jouets que j'utilise, mais je voudrais dire mes gros vendeurs. Et là, je fais une escale très rapide pour aller vous en chercher deux. Je vais en profiter dans ton escale pour définir que le skin drag, on va revenir plus tard sur une capsule. Et qu'il y a des termes, s'il y a des termes que vous n'avez pas compris, on vous fera un lexique de certains termes que Julie a utilisés. Et surtout certains termes québécois avec un petit accent pour certains, pour les gens qui sont en Europe. Donc, c'est déjà prévu ça. Il y en a déjà un dans le groupe de lexique. Donc, on peut utiliser certains jouets en consultation. Quand ce n'est pas nécessaire, on n'utilisera pas de jouets. Donc, avec les tout-petits, ce n'est pas nécessaire. Des fois, il y a des enfants qui ont besoin d'être calmes sur la table, de se reposer. C'est sûr que si on est dans le jeu, des fois, on est moins dans le ressenti, on est moins dans l'intériorité. Donc, c'est à chaque thérapeute de trouver sa zone de confort. Chaque thérapeute de s'adapter selon les besoins de l'enfant. Mais quand c'est nécessaire, je dirais mon meilleur vendeur, un petit jouet que j'ai acheté il y a maintenant 15 ans, que je lave à tous les jours et qui est encore impeccable. Donc, les fameux petits contenants qu'on peut empiler, on peut manipuler, on peut faire une petite tour. Donc, un jouet qui est intéressant, qui, bon, peut servir. Autant l'enfant de 6 mois va le trouver intéressant, de 9 mois, de 12 mois. Des fois, des enfants de 2-3 ans vont trouver quelque chose d'intéressant à faire avec ce petit jouet qui ne prend pas beaucoup de place, qui est économique et qui est un très, très, très gagnant. Tout ce qui est balles, jouets qui font un petit bruit peuvent être intéressants. Des jouets qui sont faciles à accrocher avec les doigts. Donc, ça peut être intéressant. Et petits jouets de dentition, mon petit lapin que j'adore et que les enfants peuvent mordiller, qu'on désinfecte évidemment avant et après. On fait très attention. Aussi qui peuvent faire des bruits. Donc, au contraste, noir, blanc, rouge, donc très, très facile à voir pour l'enfant entre 0 et 3 mois. Donc, ça peut être ce type de jouet-là qui est intéressant. Des jouets qui font des lumières. Denise Dufresne utilisait beaucoup les bulles aussi, donc faire des bulles. Donc, vous allez trouver une panoplie de jouets. Le but du jouet, ce n'est pas seulement de divertir l'enfant. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir son utilisation du jouet. Donc, évidemment, quand on arrive un petit peu plus loin dans les étapes du développement, on veut savoir aussi qu'est-ce que l'enfant fait avec, comment il utilise l'objet. Donc, on lui donne une petite voiture. Est-ce qu'il va avoir le réflexe de faire bouger la petite voiture et de faire un son de voiture? Est-ce que la balle, il va avoir l'intérêt de la lancer? Le contenant, est-ce qu'il est capable de manipuler, d'empiler, de faire une tour de 3 blocs, par exemple? Donc, dans notre pratique, le jouet peut être aussi un outil pour nous aider à observer l'enfant dans sa dextérité plus fine et dans son interaction. Donc, il y a 2 volets aux jouets qui peuvent être intéressants. La musique, moi, je vous dirais que c'est un must.
Ça peut être super intéressant. Moi, dans mon bureau, j'ai beaucoup de musique classique, donc du piano principalement. Et vous allez être surpris de voir toujours même le petit bébé qui porte attention à la source musicale, d'où provient le bruit. Ça peut être calmant, ça peut être réconfortant. Pour certains enfants, ça prend une musique plus dynamique, plus joyeuse. Encore là, on s'adapte, mais ça peut être vraiment intéressant d'utiliser la musique comme outil. Dr. Fryman avait une pianiste à temps plein dans son bureau qui jouait du piano en tout temps pendant ses consultations. Moi, je n'ai pas de pianiste dans mon bureau, mais j'ai une belle liste de lectures que j'apprécie beaucoup et qui est appréciée de ma clientèle. Puis je vais terminer, dans le fond, en parlant de garder un état 3, donc un état d'éveil calme pendant les traitements, puis on y reviendra quand on va parler de la fameuse petite position Bouddha. Donc, un état 3, d'où ça vient cette référence-là? C'est des écrits du docteur Terry Brazelton, vous l'aurez dans la bibliographie. Donc, Brazelton qui parlait des stades d'éveil du nouveau-né. Donc, où le premier stade, on a l'enfant qui dort paisiblement. Le deuxième état où l'enfant se réveille graduellement. Et l'état 3, c'est l'état d'éveil calme, qui est l'état dans lequel on veut vraiment voir le nouveau-né pour être capable de l'observer adéquatement, de travailler avec lui adéquatement dans une zone qui est confortable. L'état 4, ce serait un début de pleurs et l'état 5, c'est vraiment des pleurs qui sont plus intenses, qui sont reliés à un besoin chez l'enfant. Donc, je laisse la parole à Caroline, puis on va revenir sur les états du nouveau-né. Merci, Julie. C'est toujours passionnant de t'écouter. Plein de ressources qui vont faire une différence auprès de nos collègues et auprès des parents, forcément. Donc, l'avant-dernière question que je vais te poser, c'est quelle est l'importance des conseils donnés aux parents et des exercices? Pourquoi on donne des exercices et des conseils aux parents? On est des ostéopathes, alors c'est quoi notre rôle par rapport à tout ça? Écoute, je te dirais, Caroline, que ça, c'est venu avec les années de pratique, puis à la lecture de certaines études, entre autres celle de Nathalie Trottier au Canada, qui nous amène à constater que oui, quand on fait une intervention en ostéopathie, que ce soit avec un nouveau-né, un jeune enfant, même avec notre clientèle adulte, on a quand même une action qui est un petit peu plus passive sur le corps. Donc, oui, on va améliorer la posture, on va améliorer la mobilité, on va améliorer la vitalité, mais évidemment qu'il faut qu'il y ait un suivi par la suite. Et c'est d'autant plus vrai avec les nouveau-nés, les jeunes enfants, parce qu'ils sont en croissance, ils sont en développement constant et le système nerveux n'est pas encore mature. Donc, on fait affaire avec une clientèle qui évolue et qui change de jour en jour, de semaine en semaine. Donc, le nouveau-né que vous avez vu il y a 2 semaines, quand vous le revoyez 2 semaines plus tard, c'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne qui a grandi, qui a pris du poids. Son système nerveux est un petit peu plus mature, son système digestif est un petit peu plus mature. Donc, le cheminement se fait très rapidement. Donc, on peut cheminer dans la bonne direction et on peut cheminer dans la mauvaise direction, malheureusement. Donc, d'où l'importance d'avoir un suivi au quotidien à la maison avec les parents. Les parents deviennent nos meilleurs alliés parce que, comme je le dis toujours à mes collègues, à mes étudiants, même si on fait les plus belles techniques ostéopathiques, même si on a fait une intervention qu'on juge, on se dit, bien là, aujourd'hui, mon intervention avec ce nouveau-né-là, c'est bien passé. J'ai réalisé le plan d'intervention comme je voulais le faire. Si l'enfant retourne à la maison dans une mauvaise position, s'il n'est pas stimulé adéquatement et s'il y a des erreurs qui sont malheureusement commises par les parents et pas parce qu'ils ne veulent pas bien faire, mais parce que c'est souvent dû à un manque de connaissances ou de retourner dans nos habitudes. Donc, votre intervention en ostéopathie, malheureusement, n'aura pas beaucoup d'impact. Il faut penser que le petit bébé qui est dans une mauvaise position, par exemple, va l'être 24 heures sur 24. Donc, pendant 7 jours, ça peut vraiment altérer sa condition. Donc, je vous dirais que moi, maintenant, depuis, je vous dirais, là, les 5 dernières années, moi, ça fait 20 ans que je suis ostéopathe. Ça fait 15 ans que je vois la clientèle pédiatrique. Puis, les 10 dernières années, c'est exclusivement des bébés. Et maintenant,
je consacre une partie de ma consultation pour expliquer, donner des conseils, du positionnement, des petits exercices, toujours des choses simples. Le parent en a déjà beaucoup à connaître, à apprendre, donc des choses simples, mais efficaces. Donc aujourd'hui, je vais vous en montrer une première position. Mais dites-vous qu'un enfant qui retourne à la maison et qui a un positionnement adéquat puis une stimulation adéquate, ça fait toute la différence dans notre intervention. Et quand on le revoit la deuxième, la troisième fois, on a progressé. Vous allez tout de suite vous en rendre compte, les parents qui font leurs devoirs à la maison. Donc, ceux qui travaillent avec les bébés au quotidien, parce que c'est un travail quotidien, vous allez tout de suite le voir dans la progression. Ça devient une équipe. Souvent, quand on est ostéopathe, on a beaucoup la notion de sauveur. Nous, en ostéopathie, là, on veut guérir tout le monde, on veut sauver tout le monde. On a ça un petit peu dans nous comme qualité. C'est une belle qualité, mais en fait, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe de l'ostéopathe, du parent et de la collaboration de l'enfant. Quand je dis collaboration de l'enfant, chaque enfant va collaborer différemment selon son niveau de confort, selon son tempérament, selon son bagage génétique, selon peut-être que cet enfant-là a des dysfonctions digestives qui l'empêchent d'être confortable sur le ventre, par exemple. Peut-être que c'est un enfant qui a moins le besoin d'explorer puis d'aller à quatre pattes. Donc, il y a plein de variables. Donc, il faut guider le parent pour qu'il y ait une progression qui se fasse à la maison. Je donne toujours l'exemple quand on parle de la plagiocéphalie. Donc, s'il y a un aplatissement de la tête d'un côté et que le petit bébé dort sur le dos, toujours dans cette position-là, évidemment, il va y avoir une consultation en ostéopathie d'1 heure par rapport à une position qui est maintenue 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, je n'aurai pas beaucoup d'impact malheureusement. Donc, le positionnement, les conseils aux parents deviennent vraiment essentiels. Vous avez des livres pour vous aider. Donc, comme je vous disais tantôt, ce petit livre-là qui peut être donné en référence aux parents. Moi, j'ai beaucoup de parents dans ma clientèle qui se sont procurés, sont enchantés. Si vous voyez que les parents ont plus de difficultés, référez à vos collègues, physiothérapeutes, ergothérapeute, on ne travaille pas seul. Donc, le fait de travailler en équipe multi, ça augmente les résultats de façon optimale. Ce qu'on veut, c'est le bien-être de l'enfant. Donc, parfois, on a besoin d'appui. Moi, quand je donne un conseil, un exercice, et que je vois que le parent n'a pas fait l'exercice, parfois, c'est par manque de temps. Peut-être que c'est une maman de jumeaux qui a 2 autres enfants en bas âge à la maison. Peut-être que la maman a de la difficulté à comprendre mes consignes. Peut-être qu'elle ne les fait pas adéquatement. Peut-être qu'il y a plein de raisons. C'est jamais de la mauvaise volonté, mais si vous voyez que le parent a de la difficulté, demandez de l'aide et à ce moment-là, référez à votre collègue physiothérapeute qui va peut-être pouvoir recevoir en consultation cet enfant-là, peut-être à toutes les semaines, par exemple, et avoir vraiment une consultation ciblée sur le positionnement des exercices. Donc, comme ostéopathe, moi, je pense que c'est important de donner conseils de positionnement et exercices, un minimum, qui sont simples, faciles à comprendre pour le parent, et que si on voit qu'il y a un besoin pour un petit peu plus, on réfère à notre collègue physiothérapeute, à notre collègue ergothérapeute, ça peut être en orthophonie. Donc, il y a plein de ressources. Faites votre milieu, puis n'hésitez pas à référer parce que les enfants changent vite, puis il faut les aider rapidement. Merci, Julie. Alors, on va enfin arriver à notre sujet. On vous a gardé en haleine pendant ce temps, juste pour que vous restiez jusqu'au bout. Donc, elle parlait, tout à l'heure, Julie, tu parlais des pleurs inconfortables, on n'est pas capable de les consoler, le parent check le bébé, passe le bébé à maman, passe le bébé par la fenêtre, non, le dépose en sécurité dans sa bassinette. Ça, c'est le conseil que je donne à tous les parents. Si à un moment vous êtes fatigué, vous sentez que vous allez sortir de vos limites de parents, mettez le bébé dans la bassinette. Et allez prendre une douche ou sortez sur le balcon. Mais gardez pas le bébé dans vos bras parce que on le sait, ça peut être très, très, très dangereux et ça fait exploser des familles et ça génère beaucoup de problèmes. Et puis nous aussi, quand on voit les bébés, on voit les résultats sur le petit bébé. Donc, bien penser que ça peut arriver, qu'on soit fatigué, ça peut arriver qu'on débarque de nos limites. Demandez de l'aide et protéger l'enfant donc dans la bassinette, dans un endroit sécuritaire. Ensuite,
C'est ça, Julie parlait de posture. Alors le petit Bouddha, vous allez voir quand elle va vous l'expliquer, ça aide vraiment à générer une nouvelle réalité dans la structure et ça permet aussi d'intégrer nos traitements, suivant si on l'utilise dans le début, dans le milieu, dans la fin ou comme conseil aux parents ou toutes ces réponses. Donc, je vais laisser Julie vous montrer sur notre petit tome qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est quoi la position Bouddha? Donc, la position Bouddha, moi, elle m'a été enseignée par Denise Dufresne. Je me souviens, là, quand j'étais étudiante, Denise recevait toujours en consultation un petit nouveau-né, 0-1 mois, le premier jour du cours. Et souvent, de recevoir un enfant en consultation devant un grand groupe, ça peut être insécurisant. Donc, dès que le petit bébé se mettait à pleurer, donc Denise le prenait en position Bouddha. Donc, c'est comme ça que j'ai appris la position. Par la suite, j'ai vu comme par exemple dans le livre « Regarde-moi », où on démontrait aussi la position Bouddha comme une position de transport dans les bras. Et au fil du temps, à force de travailler avec les petits bébés en ostéopathie, j'ai réalisé que la position Bouddha avait une multitude de fonctions et d'impacts. Et comme Caroline me disait, bien, moi, je considère la position Bouddha comme une bonne position pour le parent à la maison. Comme intégration de notre intervention en ostéopathie, c'est excellent, mais ça a un effet aussi thérapeutique. Donc, c'est comme si on donnait un outil thérapeutique aux parents qui est simple à utiliser. Donc, rien de sorcier, parce que moi, je fais toujours des choses très simples. Je suis une minimaliste dans l'âme qui aime les choses simples, parce que souvent, les choses simples, ce sont les plus efficaces. Et pour les parents, bien, ça prend de la simplicité, parce que déjà, avec les hormones de nouveaux parents, des fois, notre cerveau est un peu embrouillé. Beaucoup de nouvelles notions à intégrer, donc on veut leur simplifier la vie, on ne veut pas que ça soit compliqué. Donc, la petite position Bouddha, comme on disait tantôt, c'est pour aller garder l'enfant dans un état 3, donc dans un état d'éveil calme. C'est une position qui va beaucoup le réconforter. Donc, quand Caroline disait notre petit Tom, c'est parce que bébé se nomme Tom. Donc, Tom a été acheté à Bordeaux, alors que je donnais une formation postgraduée en pédiatrie, puis je n'avais pas mon bébé. Alors, j'ai acheté Tom à Bordeaux et il me suit depuis ce temps dans toutes mes aventures pédiatriques. Donc, la position Bouddha, je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, très important, au départ, moi, j'insiste beaucoup pour que les parents prennent les enfants dos à eux. Donc, je commence par vous dire quoi ne pas faire. Donc, vous avez tous vu la maman qui, pour évidemment se libérer un bras, va prendre bébé sur la hanche. Hein, ça, on le voit toujours. Comme ça, je dis toujours, on peut faire la sauce à spaghetti de l'autre côté. Quand on prend bébé face à nous, ce que ça va impliquer, au départ, une position asymétrique pour la maman, où souvent, on appuie bébé sur la hanche. Donc, éventuellement, on a un problème au niveau du bassin, du dos de la maman. Évidemment qu'en prenant l'enfant face à nous, on favorise à avoir les membres supérieurs en extension et vers l'arrière. Bébé va avoir tendance à nous regarder, donc souvent, on va favoriser l'hyperextension cervicale et évidemment, il va être curieux de découvrir le monde. Donc, on favorise une position asymétrique au niveau de la tête et du cou. Donc, on développe beaucoup d'asymétrie chez le bébé, position asymétrique chez le parent, et on favorise beaucoup le patron d'extension. Donc, comme on disait, extension cervicale, les épaules sont en arrière, souvent les bras en extension et extension du rachis. Donc, vous comprendrez que la position asymétrique de face est très néfaste pour le bébé, pour le parent également. Donc, au bout d'un an, on a une maman qui a une douleur à l'épaule, au poignet, au niveau du bassin du bas du dos, et on a un bébé qui a développé peut-être un côté préférentiel. Donc, je n'entrerai pas dans les notions de portage. Je laisserai quelqu'un de plus spécialisé en portage, peut-être vous aborder ce sujet-là, mais au quotidien, donc, ce qu'on va privilégier, c'est l'enfant qui est dos à moi. Donc, la tête, le thorax, le bassin dans l'axe. Souvent, je vais suggérer aux parents de se regarder dans le miroir avec bébé dans les bras. On n'est pas conscient de la position qu'on adopte et souvent, on va aller dans des patrons lésionnels.
maman, papa vont être confortables, bébé vont être confortables et donc, il est dans une mauvaise position. On va souvent se retrouver avec un enfant qui va vouloir se positionner un petit peu plus en inclinaison, par exemple. Et peut-être que maman va reproduire le mouvement en appui sur un membre inférieur. Non, c'est important d'aller avoir un bassin stable et une façon sécuritaire de prendre l'enfant, c'est de venir faire un appui avec la main au niveau du sternum et d'aller maintenir la mandibule. Donc, j'ai un contact osseux et je peux ainsi corriger tout défaut de posture avec le petit bébé tout en étant très sécuritaire. Évidemment, dès que l'enfant tient sa tête, on n'a pas besoin de lui offrir un support. Donc, à partir de 4 mois, quand il y a un port de tête autonome, on n'a pas besoin de lui offrir de support. On veut que l'enfant puisse avoir une motricité libre, pouvoir regarder de tous les côtés. Mais évidemment que s'il y a eu un torticolis, une plagiocéphalie, s'il y a un manque de mobilité au niveau cervical, oui, on va pouvoir par moment corriger une certaine inclinaison de tête. Vous remarquerez que l'enfant est en appui, donc son dos contre mon thorax. Donc, ça fait en sorte que papa, maman ont une position neutre au niveau du dos et bébé a également une position neutre. Donc, beaucoup plus confortable. Comme parent, j'ai les épaules relâchées, je travaille avec mes 2 membres supérieurs et ma main vient se placer, je maintiens le bassin de l'enfant dos à moi. Donc, il est dos à moi, sa tête est en appui. Évidemment que je veux aller garder les membres supérieurs à l'avant. Donc, vous ne serez pas surprise si je vous dis que dans votre pratique, qu'il y a beaucoup de petits bébés qui vont avoir les bras en hyper-expansion vers l'arrière. Donc, on veut favoriser relâchement des épaules, placer les bras en avant. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant développe sa capacité de manipulation. Donc, on a besoin d'avoir les bras à l'avant. On veut avoir à 3 mois les bras au centre. On veut que le bébé atteigne la ligne médiane et qu'en 3 et 6 mois, il commence à croiser la ligne médiane. Donc, c'est important de ramener les membres supérieurs à l'avant. Donc, toujours dans la position Bouddha, on va favoriser pour que l'enfant place ses bras vers l'avant. Peut-être que chez certains, on va avoir besoin par moment, au début, de peut-être garder les bras dans une position plus vers l'avant. On va faire un petit étirement au niveau de l'omoplate. On va replacer le membre supérieur vers l'avant. Donc, on va voir, mais éventuellement, on voudrait que l'enfant puisse placer ses bras à l'avant lui-même de façon relâchée, de façon confortable. Ce qui devient intéressant avec la position Bouddha, c'est toujours dans cette position-là où on corrige la position de tête, on a un thorax dans l'axe, bassin dans l'axe, et on va amener une bascule postérieure du bassin. Donc, on va venir vraiment créer un enroulement, donc bascule postérieure du bassin. Ce que ça vient faire ici, vous le voyez là, chez Tom, donc mise en tension de la dure-mère, mise en tension de la chaîne postérieure. Donc, je ne vous serai pas surpris quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont une problématique d'hyperextension, donc le petit bébé qui regarde toujours vers le haut, qui a une tendance à l'hyperextension, qui va se lancer vers l'arrière, qui va s'arquer beaucoup. Donc, on veut venir travailler la mise en tension de la dure-mère. Donc, enroulement en bascule postérieure. Et comme la tête est en léger appui et que j'ai un certain maintien, je garde le regard horizontal. Donc, très, très, très important de favoriser le regard horizontal. Je ne veux pas que le petit bébé regarde vers le plafond. Ça crée une hyperextension cervicale. Je ne veux pas non plus qu'il regarde toujours au sol. Ce qu'on veut, c'est d'acquérir un port de tête autonome à 4 mois. Donc, on veut le regard horizontal. Excusez-moi, j'ai reçu un appel en même temps. Donc, regard horizontal, bascule postérieure du bassin. Quand les petits bébés poussent beaucoup avec les membres inférieurs, donc vous savez, il y a des petits bébés qui poussent beaucoup avec les membres inférieurs. Donc, on va venir croiser, c'est une adaptation de la position Bouddha. On va venir croiser les membres inférieurs et on les garde en position fléchie. Donc, j'ai encore tête, thorax, bassin dans l'axe. J'ai encore le regard horizontal, mais je viens avec la bascule du bassin amener les pieds et les genoux. Donc, les genoux fléchis et je maintiens les membres inférieurs. Donc, souvent, ça peut être un mode un petit peu plus interventionniste pour les petits bébés qui poussent en extension. Souvent, quand les bébés sont inconfortables, qui pleurent, le parent a beaucoup tendance à
faire des rebonds. Hein, ça, on le voit beaucoup. Peut-être un petit tapotement au niveau de la colonne vertébrale. Donc, évidemment qu'on vient beaucoup stimuler le système nerveux sympathique. Toujours dans la position Bouddha, ce qu'on va conseiller aux parents. Donc, on a la tête, thorax, bassin dans l'axe, on est bien en appui, bascule postérieure du bassin, les jambes sont fléchies. Si c'est un petit qui pousse beaucoup en extension, je pourrais le placer plus de côté et aller faire une petite vibration au niveau des pieds. Donc, je ne veux pas aller agiter le bébé au bas, ce qui pourrait beaucoup stimuler, mais je peux aller légèrement agiter les pieds pour aller amener une petite vibration qui part des membres inférieurs et qui remonte le long de la colonne vertébrale, qui va être beaucoup plus calmante. Évidemment que si je prends bébé en position Bouddha sur le côté, la fois suivante, je vais changer ma position, évidemment, pour toujours éviter la position asymétrique. On va beaucoup... Ah, Caroline m'envoie un petit message. On va beaucoup aller utiliser les positions de balancier. On va beaucoup utiliser les positions de balancier. Je veux juste voir si... Je pense que ça n'enregistre plus.